Bon, bah, maintenant que vous êtes plein d'énergie, on va pouvoir commencer. Du coup, là, l'idée, c'est de prendre un peu de recul sur tout ça. Je pense que vous avez reçu beaucoup d'informations, donc vous pouvez voir à quel point on peut être vraiment précis sur l'étude des questions. Et là, on va plutôt balayer d'autres aspects que vous avez peut-être moins l'habitude de voir, surtout en école d'ingénieur, que ce soit des notions un peu d'économie, des notions un peu d'agriculture, parce que c'est un sujet important. Donc, j'aime bien cette petite caricature qui montre qu'on se concentre beaucoup sur certains aspects sans prendre en compte le fait que peut-être que d'autres aspects sont encore plus importants. Donc, ça va être un peu l'esprit de la présentation. Passer. Donc, je me suis déjà présenté un peu tout à l'heure, mais j'ai pas forcément parlé de mon parcours ingé. Donc, si vous voulez en discuter plus tard, n'hésitez pas. Moi, je viens plutôt de la transition énergétique, on va dire, dans mon parcours. Et comme trop étudiante, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure. Et là, petite photo avec notre cher vice-président du BNEI, OSS, qui a lieu le mois prochain. Donc, si vous voulez continuer les événements, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le premier week-end du mois de mai. Donc, c'est là que j'ai rencontré Yuen. Donc voilà, je peux passer. Moi, j'ai trois objectifs. Le premier, c'est vous donner plein de clés de lecture. Je ne vais pas vous donner trop de détails techniques. Je vais juste vous donner des cadres pour élargir vos réflexions. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller voter, c'est super important. Et ça a été dit aussi avant, je pense qu'on ne s'émerveille pas assez du monde autour de nous, que ce soit dans la technique ou dans le vivant. Et donc je vais essayer de vous partager mon enthousiasme parce que comme il a dit, bah, moi je suis très fier d'être ingénieur parce que ça me permet de comprendre plein de choses et très content d'apprendre et pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc je vais essayer de vous communiquer ce goût de l'émerveillement et de l'action. Et donc, trois grandes parties. Je vais essayer d'être pas trop long. La première, c'est, je pense, l'économie. On en parle beaucoup dans les médias et on ne sait pas vraiment sur quoi elle repose. Donc, je vais essayer, pour des ingénieurs, de vous faire comprendre un peu comment vous pouvez traiter les discours que vous entendez beaucoup dans les médias. Le fameux PIB, la croissance, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment la croissance? Et enfin, un cas qu'on m'a demandé de traiter dans la partie plutôt systémique, ben, donner l'exemple de l'agriculture, parce qu'en tant qu'ingénieur, on ne sait pas souvent comment est produit ce qui finit dans notre assiette. Ben, là, ça va être l'occasion de se poser deux, trois questions. Donc, ben, c'est parti. Donc, c'est là où je ne sais pas si ça va marcher. Donc, normalement, si tu cliques sur économie et écologie, ah, parfait. Voilà. Donc la première partie, c'est pour expliquer que c'est vraiment deux facettes d'une même réalité. Donc vas-y, tu peux passer. Euh, je ne sais pas si on a le temps de faire le WooClap, mais l'idée c'est d'essayer de voir, en gros, croissance et climat. Dans les médias maintenant, nos gouvernants en parlent beaucoup, ils combattent la décroissance. Et donc l'idée c'était de voir un peu avec vous ce que vous pensez de l'économie. Quand on dit économie, à quoi ça fait référence? Donc ben, vous pouvez vous poser la question comme ça, parce que comme ça, on va éviter le WooClap retransmis, ça peut être compliqué. Mais essayez, voilà, là, tout de suite, de penser dans vos têtes, quels sont les premiers mots qui viennent quand on vous parle d'économie? Est-ce que c'est un concept qui est très clair pour vous? Est-ce que c'est assez flou? Est-ce que c'est monnaie, finance, argent? Donc, prenez un petit temps pour ça. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ma présentation, vous allez pouvoir répondre à Bruno Le Maire ou à Gabriel Attal sur leurs allégations. Ben, moi, je vais vous donner ma définition de l'économie. Pour moi, la raison d'être, il faut vraiment poser les pourquoi des choses, c'est répondre à nos besoins. Si on consomme des choses, a priori, c'est pour répondre à nos besoins. Donc cette première slide, elle est là pour questionner les besoins, de quoi on parle. Donc le truc que vous connaissez peut-être pas, c'est le triptyque individu, société, espèce, que je reprends d'un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Edgar Morin, dans son bouquin Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. L'idée, c'est de questionner en fait l'humain par ces trois dimensions. Et on se rend compte que parfois, les besoins de l'individu ne sont pas forcément les besoins de la société. Et les besoins de la société peuvent mettre en danger, par exemple, l'espèce. Si on est dans un problème de réchauffement climatique à l'heure actuelle, c'est parce qu'on a voulu consommer énormément de choses rapidement et on n'a pas anticipé. Donc, essayez toujours de garder ces trois aspects qui ont des temporalités différentes. Ensuite, ça, vous connaissez peut-être un peu plus la pyramide de Maslow. Donc, lui, il a voulu étudier les motivations que les gens ont à passer à l'action. Et c'est ça qui lui a permis de hiérarchiser ses besoins. Donc, les besoins physiologiques, c'est voilà, manger. Donc, bah, souvent, quand les gens passent à l'action, par exemple, pourquoi ils vont travailler, manger, bon, ça paraît être une réponse assez naturelle, jusqu'au besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, c'est faire quelque chose qui nous dépasse. Donc, ben, moi, la raison, ma motivation pour vous parler aujourd'hui, c'est de vous embarquer dans la transition écologique. Ce n'est pas un besoin physiologique, c'est plutôt un besoin de avoir un impact au-delà de ma simple personne.
Et enfin, ben, ça a été mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes très familier avec ça, beaucoup de gens en parlent, mais je ne sais pas si les gens comprennent vraiment les objectifs de développement durable. Là, c'est plutôt échelle macro. Qu'est-ce que l'humanité a besoin d'avoir pour être bien? Donc ça va de l'accès à l'énergie à la réduction des inégalités. Et ces 17 objectifs, après, ils se déclinent en 169 cibles et qui permettent après de vraiment chiffrer des indicateurs. Par exemple, la parité homme-femme qui arrive à un certain niveau d'éducation. Et c'est des outils qui sont très intéressants que j'ai pu utiliser dans mon parcours d'ingénieur. J'ai fait un module énergie renouvelable pour le développement durable. Il fallait résoudre un problème sociétal. Donc, j'ai été touché par le cas d'une école au Malawi qui devait fermer et qui pensait à changer le calendrier scolaire parce qu'il faisait trop froid pour avoir des cours. Et donc, nous, on devait dimensionner un dispositif pour les aider à chauffer leur école. Bah après, on a fait référence aux objectifs de développement durable parce que dans ces pays-là, si les étudiants ne sont pas scolarisés, les femmes vont être très précarisées, elles vont être mariées très tôt. Et donc, ça nuit au développement du pays et à l'émancipation des femmes. Bah, c'est les objectifs qu'on retrouve dans égalité entre les sexes. Donc, en fait, c'est ce qui était dit tout à l'heure en substance. C'est l'ingénieur, il doit être au service d'un projet de société. Donc, c'est important d'avoir ces grilles de lecture pour savoir à quoi sert ce que vous faites au quotidien. Euh, donc une fois qu'on a dit à quoi servait l'économie, comment fonctionne l'économie, donc le schéma classique, c'est l'entreprise qui produit, les ménages qui consomment, le travail, etc. Sachant que bon, le marché du travail, ça dépend d'un contrat, hein. Si vous gardez vos enfants à la maison ou si vous les gardez dans une crèche, ben, vous rendez le même service, mais vous n'êtes pas rémunéré. Ce n'est pas compris dans l'économie. Le travail des retraités, le travail associatif, le travail du BNEI, ben voilà, ce n'est pas compté dans l'économie, pourtant ça rend beaucoup de services. Mais bon, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On va plutôt parler de la courbe rouge des flux réels. Et donc on peut passer à la suite. On va s'intéresser vraiment aux flux physiques qui sous-tendent l'économie. Parce que l'économie, pour produire tous les biens et services qu'on consomme, c'est des flux de matière et d'énergie. Donc ça a déjà été abordé un peu tout à l'heure. Et surtout, on émet des déchets et des pollutions. Et c'est ça qui cause la plupart des problèmes environnementaux. On peut voir l'excès d'émissions de gaz à effet de serre comme une pollution. Et donc là, c'est là on va voir si la magie opère. Normalement, si on clique sur la bannière énergie, ça va faire le même effet que tout à l'heure. Donc voilà. Donc pour parler d'énergie, je ne sais pas si tu peux lancer la vidéo. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. Je ne vais pas vous raconter. Je suis passionné de transition énergétique. Je pourrais en parler 2 heures. Là, je vais juste vous passer une petite vidéo qui montre à quel point en fait on vit dans un monde magique. Donc ben, vas-y, tu peux la lancer. Évident que ça d'avoir accès à l'énergie. Donc voilà, regardez bien le bestiau. Donc 700 watts, c'est pas énorme hein, par rapport à nos électroménagers du quotidien. Mais vous allez voir qu'en fait, si on devait le produire avec le travail humain, bah, faut être bien entraîné, quoi. Donc le cycliste s'appelle Robert. Et ils vont afficher successivement en fait à quoi ça correspondrait dans un effort réel. Donc par exemple le degré de pente auquel ça correspond, la vitesse à laquelle il roulerait, etc. Donc vous allez voir. Ça permet aussi de bien comprendre la différence entre puissance et énergie. Parfois c'est pas clair pour tout le monde. Donc puissance c'est un peu le débit d'énergie qu'il faut apporter. Et donc il faut qu'il maintienne les 700 watts pendant assez longtemps pour fournir suffisamment d'énergie pour griller son toast. Donc voilà Robert contre le grille-pain. Vos battements de cœur, normalement, c'est entre 50 et 70 par minute. Donc là, il est déjà à 180. Ça correspond à monter une pente de 40 degrés. Donc c'est pas mal, 40 degrés. Et on peut voir sur son visage qu'il souffre. Donc bientôt, on va voir un zoom sur son visage, normalement. Voilà. Et la tartine qui se marre bien. Et fiou. Bon, voilà. Donc il a réussi à griller
un toast. Donc imaginez le nombre de toasts grillés chaque jour. Si on devait faire autant de sport pour manger, j'aurais beaucoup moins de ventre. Donc on peut passer à la slide d'après. Après, il débriefe la vidéo, il donne 2-3 slides. L'idée, c'était pour vous donner ma définition de l'énergie, en fait. Et c'est scientifiquement, comme quand on a formalisé le concept de l'énergie, c'était vraiment la capacité à transformer le monde. Il faut que vous voyez l'énergie comme ça. Et du coup, l'énergie est très liée à l'économie. Parce que l'économie, on a dit que c'était transformer des flux de matière. Et en fait, l'énergie, c'est vraiment notre capacité à transformer le monde. Et on voit, bon, je vous ai parlé du PIB rapidement. C'est la manière de mesurer la taille de l'économie. On voit que notre conso d'énergie, elle suit... enfin, il n'y a pas de croissance, en gros, sans consommation d'énergie. Donc le mythe, c'est de réussir à décorréler ça, la fameuse croissance verte. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et l'autre remarque, ça a été dit tout à l'heure, c'est que notre mix énergétique, même si on parle beaucoup de renouvelables, on a encore 80% de fossiles, quoi. On peut passer à la suite. Ce schéma, vous l'avez vu, c'est juste pour résumer la définition de la transition énergétique. C'est beaucoup une transition électrique. La taille du camembert diminue. On passe de 1600 à 930 terawatts. Par contre, la part de l'électricité augmente. Ce sont des chiffres qui viennent de la SNBC, comme ça a été dit, donc c'est la stratégie nationale bas carbone. Ils ont été revus depuis, ça datait de 2020, avant la guerre en Ukraine, avant les volontés de réindustrialisation. Donc maintenant, la part d'électricité est encore plus grande. Du coup, il faut vraiment retenir ça. C'est pour ça que l'électricité, c'est le monde de demain. C'est qu'on va essayer d'électrifier plein d'usages. Donc c'est une bonne clé de lecture pour comprendre plein d'actualités. Et évidemment, sobriété. Donc on peut cliquer sur matière maintenant. On a eu un bon focus sur les matériaux tout à l'heure. Je vais juste résumer très brièvement en vous donnant 3 clés de lecture que je reprends de Yves Bréchet, qui est l'un des ingénieurs que j'admire le plus. Il dit que pour analyser plein de phénomènes, il faut distinguer les réalités physiques, des réalités industrielles, des réalités politiques. Et donc ça va permettre d'illustrer tout ce qui vous a été dit précédemment. Les flux physiques, c'est par exemple, est-ce que la ressource, elle est là? Est-ce qu'on a un stock disponible? Et est-ce qu'on sait l'extraire assez rapidement? Là, ça va plutôt être une question industrielle. Est-ce qu'on sait l'extraire avec un coût maîtrisé? Est-ce qu'on est prêt à payer pour aller la chercher? Donc plein de débats sur les matériaux, sur les ressources, sur les pénuries. Souvent, ils tournent un peu en rond parce que les gens ne parlent pas de la même chose. Mais il faut dissocier ces deux niveaux. Pareil, l'une des théories du capitalisme, c'est que tout est substituable. Donc si on est à court d'une ressource, on va juste trouver une autre ressource pour faire la même chose. Ça marche sur le papier. Mais en réalité, est-ce que tous les matériaux ont les mêmes propriétés? Ça, c'est une question de physique. On peut faire des alliages, on peut substituer, mais voilà, faut se poser des questions. Et au niveau industriel, on a parlé de relocaliser les mines. Faut savoir qu'une mine, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le temps qu'elle soit efficace, il y a au moins 10 ans. Donc quelqu'un qui va vous promettre qu'on va pouvoir sortir une mine en 2-3 ans, vous, votre rôle d'ingénieur, c'est de nuancer ces réalités techniques-là par votre connaissance industrielle. Et enfin, on a les réalités politiques qui sont celles qu'on voit les plus dans les médias et qui touchent plutôt à ce que nous, on décide en tant que société. Et par exemple, rouvrir une mine en France, les gens vont se dire que c'est sale, que ça pollue. Par contre, quand c'est dans d'autres pays, ça gêne moins parce qu'on ne voit pas la pollution. Donc ça, c'est des réalités socio-culturelles. Et les tensions géopolitiques, je ne vous fais pas un tableau. Coucou la Russie, voilà. On peut passer à la suite. Je voulais vous faire aussi un petit point sur l'économie circulaire. C'est un terme dont on parle beaucoup en ce moment. Mais malheureusement, tout le monde le résume au recyclage. Le recyclage, ce n'est que la fin. Vraiment, c'est le truc le moins important, mais c'est là qu'on concentre tous nos efforts. Parce que ça permet, comme d'habitude, de ne pas re-questionner tout le système. Mais avant de recycler, il faut penser juste avant à comment on peut réemployer, réparer, réutiliser. Donc réemployer, c'est par exemple cette porte, j'ai plus envie qu'elle soit là, je vais la réemployer chez moi. Mais par contre, cette porte, je peux la mettre dans mon appart et en faire une table. Donc là, je la réutilise parce que c'est plus le même... je l'ai détourné de son truc initial, quoi. Et la réparation, pareil, pour réparer, il faut que ce soit réparable. Vous ne pouvez pas vous demander, une fois que la chose est cassée, comment la réparer si ça n'a pas été conçu et pensé avant. Et du coup, on remonte dans l'autre sens. Il faut partir dès l'éco-conception. Vous, en tant qu'ingénieur, réussir à imaginer des choses qui vont faciliter la circularité, qui vont être faciles à réparer. Il faut développer la filière derrière, avoir plus de réparateurs. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un concept qui peut permettre de questionner plein de choses. Et je vais juste donner un autre exemple d'un des 7 piliers, c'est l'économie de la fonctionnalité. L'une des manières d'illustrer ça, c'est de se demander, c'est une stat que j'aime bien, c'est est-ce que vous savez, quand un Français achète une perceuse, en moyenne, combien de temps il l'utilise? 15 minutes ou moins, genre 10 minutes. Donc en fait, on va acheter un outil neuf parce qu'on est très centré sur la possession, alors que ce dont on a besoin, c'est de faire un trou. Donc est-ce qu'on ne peut pas aller emprunter à la perceuse du voisin? Est-ce qu'on ne peut pas aller louer une perceuse juste pour la journée? Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est un peu ça, c'est penser usage et pas propriété.
Et c'est très populaire dans le milieu du bâtiment. Un établissement scolaire, il n'est pas utilisé les week-ends, il n'est pas utilisé pendant les vacances. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que d'autres personnes aient besoin de ces mètres carrés-là? Parce que ce qu'on veut, c'est des mètres carrés, chauffés, éclairés, mais on ne veut pas un bâtiment en soi. Donc voilà, c'est des concepts à travailler, à réfléchir pendant votre parcours d'ingénieur. Ça permet de casser un peu certaines logiques. Et voilà, juste une petite stat, il y a un rapport qui essaye d'étudier en fait l'économie circulaire. Ils disent qu'on en parle 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais par contre, dans la quantité de matière qu'on a en entrée de l'économie, la part qui vient du recyclage, c'est que 7%. Elle était à 8% un peu avant. Donc en fait, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas encore là, quoi. Donc c'est vraiment à nuancer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais c'est normal qu'on n'y arrive pas, vu que le système n'est pas pensé pour être circulaire. Et donc voilà le petit point matériaux. Et on va finir sur le point déchets et pollution. Une fois qu'on a compris ce qui était en entrée de l'économie, il faut voir ce qui est en sortie. Donc en sortie, il y a les biens et les services. Donc là, on est content. Mais par contre, on va se récupérer toutes les pollutions. Et pour bien comprendre ça, il faut faire un peu d'SVT, malheureusement. Donc, il faut comprendre un peu le système Terre. C'est une théorie qui vient de la dynamique des systèmes. Comme vous, votre corps humain et certaines choses à respecter pour que vous fonctionnez bien. C'est pareil pour la Terre et c'est pareil pour tous les systèmes complexes. Et en tant qu'ingénieur, on a du mal à comprendre ça. Parce que quand on fabrique quelque chose, c'est simple. Ça peut être compliqué, mais c'est un système simple dans le sens où si on sait décrire chaque composante, on sait décrire le comportement final, on sait décrire comment a été assemblée la machine ou que sais-je. En fait, pour les systèmes complexes, donc souvent vivants, qui font appel à des cycles physico et biochimiques, il y a plein d'interactions. Du coup, c'est très dur pour nous de comprendre ça. Donc le système Terre, en gros, on le découpe souvent en 5 ou 6 sphères. Donc je ne les fais pas toutes, mais l'atmosphère, la biosphère, c'est le vivant, l'hydrosphère, la cryosphère, c'est tout ce qui est gelé. Il y a aussi la pédosphère, c'est les sols. Donc parfois c'est confondu dans la lithosphère, mais c'est encore un truc différent. Et tout ça interagit en fait pour le cycle de l'eau, pour le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Donc c'est à ça que j'appelais tout à l'heure quand je parle d'humilité par rapport au vivant. C'est que nous, en tant qu'ingénieurs, on a l'impression qu'on maîtrise plein de trucs, mais en fait, le vivant est super complexe et il faudrait qu'on prenne le temps de le connaître un peu mieux. Et donc cet équilibre-là, ce système, il est stable depuis 10 000 ans. C'est ça qui a permis à notre civilisation d'émerger, de développer l'agriculture, de nous nourrir, d'aller dans les villes, de travailler. Donc c'est ça qu'on essaie de préserver. C'est très anthropocentré, c'est quelles sont les conditions pour que la Terre soit stable pour notre civilisation. Donc on peut passer à la suite. Et c'est le fameux concept que certains ont peut-être déjà vu passer, des limites, enfin mal traduit, mais normalement c'est frontières planétaires. Ce concept-là, on ne peut pas bien le comprendre si on n'a pas en tête ce que j'ai expliqué juste avant. Donc je vais prendre un peu de temps là-dessus, parce qu'on en parle de plus en plus. L'idée, c'est que comme je vous ai dit, on a le système Terre qui est stable depuis 10 000 ans et qui nous donne des bonnes conditions pour nous. La question que posent les limites planétaires, c'est quels sont les éléments critiques à regarder pour s'assurer qu'on reste dans un espace sûr, sans perturber cet équilibre. Parce que la Terre, elle va nous survivre. Quand on va disparaître, elle sera toujours là, mais elle va peut-être avoir un équilibre qui est moins propice à notre espèce. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, c'est comme vous, le corps humain. Si votre température est trop haute, ça va causer des dysfonctionnements dans vos organes internes. On regarde aussi souvent le poids. Quand vous allez à l'hôpital, on va toujours vous peser. C'est un indicateur de santé qui vaut ce qu'il vaut, mais qui donne certaines informations. Là, c'est pareil. C'est vraiment ce qu'ils ont essayé de faire avec le système Terre. Ils ont défini 9 paramètres qu'il faut vraiment surveiller si on veut rester dans une zone de sécurité. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que le réchauffement climatique, c'est qu'une des 9 frontières planétaires. Dit autrement, il y a 9 problèmes, le climat, c'en est qu'un seul. Et on parle que de ça. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que toutes les frontières sont liées entre elles. Là, c'était présenté tout à l'heure, le réchauffement climatique, c'est un des enjeux qui affecte la biodiversité. Pareil, la biodiversité, elle affecte le réchauffement climatique. Les sols, ils peuvent beaucoup capter du carbone si on prend soin d'eux. Donc en fait, dégrader les sols, ça accélère le réchauffement climatique. Tous les trucs sont un peu liés, quoi. Donc je ne vais pas les faire là. Vous pouvez aller faire la super fresque des frontières planétaires à l'occasion, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps. Je vais plutôt vous expliquer la différence entre les limites et les frontières. Parce que c'est une grosse confusion. Parfois, je m'amuse à taquiner mes potes écolos qui disent oui, on a dépassé 6 limites, etc. Je fais ouais, mais pourquoi c'est pas un cataclysme alors si on a dépassé des limites? Et là, ils ne savent plus répondre. Et du coup, tous les boomers, ils prennent ça après comme argument en disant bah oui, c'est un truc d'écolo un peu virtuel, ça pas vraiment, c'est pas concret parce qu'on dépasse les limites, mais finalement, on vit pas si mal après. Pour ça, il faut bien comprendre la différence entre la frontière et la limite. Donc, c'est le graphique à droite. Le graphique à droite,
il va détailler pour chacune des 9 frontières, enfin chacune des 9 composantes identifiées, on va définir ce qu'on appelle une variable de contrôle. La variable de contrôle, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une bonne image du problème. Donc je vais prendre le climat, même si je viens de vous dire qu'il ne faut pas parler que de ça, mais c'est parce que c'est ce dont on parle le plus, donc vous avez plus l'habitude. Si vous faites une fresque du climat, vous allez voir que le changement climatique, c'est une histoire de forçage radiatif. La différence entre l'énergie qu'on capte du soleil et l'énergie qu'on réémet. Donc en fait, si on veut étudier le réchauffement climatique, il faut regarder le forçage radiatif. Mais c'est chiant à mesurer. Du coup, on a préféré prendre le CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, parce que c'est plus facile et ça nous donne une bonne image du problème. Donc c'est ça la notion de variable de contrôle, c'est trouver les paramètres qu'on va suivre pour étudier la question. Et ensuite, on a les variables de réponse. Donc ça a été un peu mentionné tout à l'heure avec la perte des coraux, par exemple. Là, c'est la surface de glace continentale, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans notre système physico-chimique, là, on peut regarder et qui est dramatique et qui va être affecté par le phénomène en question. Donc là, on a les mêmes types de courbes pour les coraux, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec notre variable de contrôle, si on est en dessous d'un seuil, on est dans la zone de sécurité, tout se passe bien. Mais après, une fois qu'on franchit la frontière et non pas la limite, on rentre dans une zone d'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand va arriver le point de rupture, les fameux points de bascule. C'est ça que ça veut dire. Donc typiquement sur cette variable de réponse, le nombre de surfaces de glace continentale, on sait qu'en dessous de 350 ppm, c'est safe. Spoiler, on a dépassé les 350 ppm, partie par million. Donc on est rentré dans la zone d'incertitude, et là on joue avec le feu, on tire sur l'élastique sans savoir quand il va lâcher. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de dépassement de frontières. Et après, c'est une histoire d'incertitude et tout. Donc j'espère que ça vous éclaire un peu sur ce concept dont on parle beaucoup, mais qui mérite de prendre un peu de temps dessus quand même. Et après, la dernière étape, une fois qu'on a compris un peu les sous-jacents physiques de l'économie, on peut cliquer au milieu, là, il y a un petit donut. Donc c'est un truc que certains ont déjà vu passer, les plus aguerris ont peut-être déjà entendu parler de ça. L'économie du donut, c'est une économiste qui l'a théorisée, Kate Raworth, et elle a essayé de se dire, ok, on a compris la physique de l'économie. Comment on peut essayer de répondre à nos besoins tout en restant dans une zone sûre pour l'humanité? Du coup, elle a pris ce qu'elle appelle un plancher social. Elle s'est basée sur les objectifs de développement durable, entre autres, en disant, voilà, on doit garantir de l'accès à la nourriture, à la santé, à l'égalité des sexes. Donc c'est vraiment le minimum qu'on doit garantir à tout être humain. Et par contre, il faut qu'on arrive à rester en dessous des fameuses frontières planétaires pour que ce soit safe. Et donc, en faisant les deux, elle a atterri sur le donut. Donc, on peut passer à la slide d'après. C'est sa boussole pour l'économie. Elle ne regarde pas si l'économie elle est croissantiste ou pas. Elle n'en a rien à faire de ça. Elle se demande, est-ce que l'économie permet de répondre aux besoins, donc respecter le plancher social, tout en restant en dessous du plafond environnemental. Donc, c'est une citation que j'aime bien qui est au début de son bouquin. C'est vraiment que l'économie, en fait, c'est un concept que les gens ont voulu complexifier. Mais le meilleur outil pour comprendre l'économie, c'est un crayon. Parce qu'il suffit de faire des dessins et de voir ce qu'on a envie d'en faire. Donc voilà, c'était ma première petite partie sur comprendre un peu ces concepts. Et je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Voilà, on va essayer maintenant de plonger dans le dur, c'est-à-dire le PIB, le fameux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mal? Croissance, décroissance, accroissance, post-croissance, quel est le sujet, quoi. Donc on peut passer à la slide d'après. Là tout de suite, je vais vous expliquer le PIB de la manière dont je l'ai comprise. Une approche côté production, une approche côté consommation. L'approche côté production, c'est comprendre qu'en fait le PIB, c'est juste la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises. Donc si je prends le boulanger, exemple classique, il va acheter des œufs, du lait, il va faire ce qu'il a à faire. Sa valeur ajoutée, le prix que vous payez à la fin, ce n'est pas toute sa valeur ajoutée, parce que lui, il a utilisé des productions d'autres personnes. Et du coup, la valeur ajoutée, on la calcule comme son chiffre d'affaires, donc ses produits, ses ventes, moins ses consommations intermédiaires, donc tout ce qu'il a utilisé pour produire, quoi. Et donc c'est ça sa valeur ajoutée. Et si on somme toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises du territoire, on obtient le PIB. Et c'est juste ça en fait la croissance, c'est l'augmentation du PIB. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit en fait là c'est le boulanger, si c'est le vendeur d'armes, on a de la croissance, si c'est le vendeur de drogue, on a de la croissance. Si je mets le feu dans une forêt et que je fais travailler des pompiers, ils vont avoir une valeur ajoutée, on a de la croissance. Et donc en fait, on se rend compte que la croissance, c'est pas vraiment lié à la prospérité ou au bonheur. Et il y a une petite loi que m'a fait découvrir Andri qui résume bien le problème, c'est la loi de Goodhart. C'est-à-dire qu'à l'époque du PIB, dans les années 30 aux États-Unis, ils avaient une vraie politique de reconstruction de l'économie. Ils ont dit on va investir dans les hôpitaux, on va investir dans les routes. Comment on va mesurer nos productions de manière simple,
hop, le PIB. Si le PIB augmente, ça veut dire que notre politique économique se porte bien, mais parce qu'on a décidé avant ce dans quoi on allait investir. Là, notre KPI, notre indicateur, est devenu l'objectif. Donc on cherche maintenant à optimiser le PIB. Et donc c'est un peu la loi de Goodhart, c'est que maintenant, c'est plus un bon indicateur. Et le parallèle que je vais vous présenter avec ça, c'est l'éducation. On dit qu'il faut avoir une bonne moyenne générale. Et de base, c'est censé être un bon reflet de si vous avez compris vos cours. Mais une fois que le jeu devient maintenant d'avoir une bonne moyenne, on peut être emmené à bachoter, on peut être emmené à tricher, on peut être emmené à faire plein de choses pour optimiser notre moyenne. Et du coup, c'est plus forcément un bon indicateur. Et c'est pour ça que le PIB, c'est une question, même si certaines personnes ne veulent pas l'entendre, juste d'indicateur. Quelle boussole on se fixe? Et donc là, on peut passer à l'autre slide, où je vais plutôt vous prendre la partie consommation. Là, j'ai parlé de la production. La partie consommation, il faut parler un peu de la monnaie. C'est une autre formule pour le PIB, donc je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire. C'est que si vous y pensez, la monnaie, c'est ce qui permet l'échange. Et c'est une histoire de confiance. C'est-à-dire que là, tout de suite, si je décide que, si on décide tous collectivement qu'on accepte des bouts de scotch pour s'échanger des biens et des services, on peut se payer en bout de scotch si on se met tous d'accord que c'est ça qu'on considère comme notre monnaie. Donc il n'y a vraiment rien de fataliste dans une monnaie. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs monnaies qui ont existé dans l'histoire, et même à l'heure actuelle, plusieurs monnaies coexistent. C'est une histoire de confiance et de convention collective. Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est ce qu'on va utiliser pour faire tourner l'économie. C'est-à-dire que avec une certaine quantité de monnaie, je peux acquérir une certaine quantité de biens et de services. Et c'est pour ça que la monnaie est liée au PIB aussi. Donc le terme en V là, c'est plutôt la vélocité de la monnaie, c'est-à-dire est-ce que la monnaie elle circule beaucoup. Par exemple, je peux utiliser 100 euros pour acheter une télé, donc j'ai fait 100 euros dans l'économie, mais je peux aussi payer 10 euros à Vendry, qui lui va dépenser 10 euros chez quelqu'un d'autre, qui va dépenser 10 euros chez quelqu'un d'autre. Si on fait ça 10 fois, on a échangé aussi 100 euros. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux termes, d'une part la quantité de monnaie dans l'économie et d'autre part la vélocité. Et le produit des deux, j'ai un peu simplifié la formule, vous donne le PIB. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Déjà pour que vous fassiez la différence entre la monnaie, l'argent, la valeur, c'est pas très lié tout ça. Et surtout parce que si vous vous rappelez vos cours d'ingé, masse fois vitesse, ça fait la quantité de mouvement. C'est pas un hasard, c'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie. Elle a vraiment été très calquée sur la mécanique. Et quand je m'ennuyais et que j'essayais de comprendre tout ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe si on dérive le PIB, etc. Donc, je suis parti dans des délires, mais il y a d'autres personnes qui sont parties dans ces délires avant moi, donc c'était pour faire un peu un lien avec nos études scientifiques. Donc pour résumer, on peut passer à la slide d'après. Il y a vraiment deux approches pour comprendre le PIB, une approche production, une approche consommation. Il y a d'autres manières de le calculer, mais au moins ça vous dégrossit un peu le sujet. Et ensuite, j'ai une petite vidéo sur la slide d'après normalement. Ah non, j'ai d'abord deux, trois graphes. Pour finir sur ce sujet de la croissance, là c'est BNP Paribas, donc le plus gros investisseur dans les fossiles, qui nous rappelle que le couple PIB carbone reste lié. Et c'est pas surprenant. On a dit que le PIB et l'économie, on a besoin d'énergie. L'énergie, elle est très carbonée. Du coup, c'est pas étonnant qu'on ait une corrélation entre les deux. Et donc tout le mythe de la croissance verte qui reste à démontrer, c'est décorréler ces trucs-là, avoir plus de PIB et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais bon, les gens qui disent ça, ils ne parlent pas de décorréler sur les autres frontières planétaires. La destruction de la biodiversité, l'usage des sols. Pour construire une usine, on a besoin de sol. Enfin, donc déjà, le découplage, souvent, personne n'a prouvé qu'il existait sur la partie carbone, mais il faudrait s'intéresser sur toutes les autres frontières planétaires. Et même, est-ce que c'est un objectif en soi? Est-ce que c'est même désirable de vouloir découpler pour avoir un indicateur qui augmente, mais qui ne reflète pas notre prospérité? Donc c'est une question que je laisse là. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur Internet qui expliquent pourquoi c'est compliqué de découpler. C'est des choses comme l'équation de Kaya, pour ceux qui sont déjà tombés dessus, etc. Donc je voulais juste vous dire qu'en fait, même si c'était faisable de découpler sur le carbone, il y a tous les autres enjeux. Et qu'en plus, pourquoi s'acharner à optimiser un indicateur qui ne reflète pas notre bien-être, comme le prouve le deuxième tableau. C'est une étude qui est faite depuis des dizaines d'années par le World Happiness Report, donc l'étude du bonheur. Et on est très corrélé entre le bonheur et le PIB au début, et c'est normal. Et vous, en tant qu'étudiant, vu qu'on fait partie des populations les plus précarisées, on va le vivre. Quand vous allez avoir vos premiers stages payés, vos premières alternances, vos premiers boulots, bah oui, là, ça s'accroît, votre confort augmente, mais au bout d'un certain temps, c'est plus trop lié. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir toujours plus? Question que je vous laisse en suspens. Et donc, après, normalement, j'ai ma petite vidéo. C'est un lien, je ne sais pas si ça va marcher. C'est un petit sketch voilà, pour résumer le sujet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Romain Frassinet, mais normalement, si tu cliques sur la vignette, il y a le lien.
Yes, donc c'est 1 minute de son sketch et il résumera avec d'autres mots ce que je viens de vous raconter. Et derrière, on va lui payer un cercueil Lamborghini. Bon, voilà, donc c'est pas fou. Et la phrase qui m'a marqué dans son sketch, c'est détruire quelque chose qui n'a pas de prix. Donc la nature, on n'arrive pas à mettre un prix dessus pour produire quelque chose qui n'a pas de valeur, dans le sens où les billets, comme je vous l'ai dit, c'est une convention. Si on décide là tout de suite que les billets d'euros valent plus rien, ils valent plus rien. Et par contre, bah, la réalité physique de l'économie derrière, elle reste là. Et donc la punchline de son sketch, c'est tu vas voir un panda, 1 million d'euros ou du bambou. Bah, il prend le bambou parce qu'il n'a rien à foutre du million d'euros, quoi. Donc c'était un peu pour recontextualiser ça de manière assez fun. Et ce sketch a 5 ans. Moi, j'ai eu mon déclic écologique il y a 2 ans. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y en a qui sont. Bon, c'est sûrement moi qui suis en retard, mais c'est des sujets que les gens se posent depuis un moment. Donc la dernière slide, justement, c'est cette réflexion sur la valeur. Donc ce que tu peux, voilà. Donc il y a une association qui s'appelle l'Association française d'analyse de la valeur, aussi surprenant que ça puisse paraître, plutôt sur des aspects économiques et d'ingénierie, comment optimiser ses ressources et tout. Mais j'aime bien leur définition. En fait, ce qui a le plus de valeur, c'est ce qui satisfait le plus de parties prenantes en utilisant le moins de ressources. Et donc derrière, ça vous demande à vous, en tant qu'ingénieur, de réfléchir à qui sont vos parties prenantes, donc les personnes touchées de près ou de loin par votre projet. Et même en tant qu'étudiant, quand on fait une fête dans son campus, bah, s'il y a des voisins à côté, ils font partie des parties prenantes. Donc est-ce que c'est pas mieux d'aller les voir avant pour discuter, de voir un compromis, plutôt que d'avoir à gérer les flics derrière pour tapage nocturne? Donc en fait, cette notion de partie prenante, vous pouvez la retrouver au quotidien. Et la consommation de ressources, bon, je ne vais pas revenir dessus, ça a été assez détaillé. Mais est-ce que le confort qu'on a en plus vaut la destruction de ressources qu'on engendre? C'est une question, en tant qu'ingénieur, j'espère que vous vous poserez beaucoup plus. Et je pense qu'on peut aller sur la suite, sur la partie du coup agriculture. Et ça va, je suis bon dans les temps. Comme ça, on pourra échanger un peu parce que on a notre challenge de réussir à tout faire tenir pour pas bouffer trop de pause, mais l'idée c'est d'échanger. Donc là, c'est la dernière partie sur l'agriculture, et après, j'espère qu'on pourra avoir 2-3 échanges. Donc, l'agriculture, c'est un sujet, je pense, que vous avez suivi l'actualité. Est-ce qu'il y a des ingénieurs agricoles dans la salle? Ah, bah, je suis trop content que vous soyez là. Vous allez pouvoir vérifier ce que je raconte. Donc, j'ai essayé de résumer les enjeux sur l'agriculture en 3 éléments, vraiment pour donner un petit vernis. Et vu qu'il y a plein d'ingés agronomes dans la salle, vous allez pouvoir échanger. Il y a ensuite la fresque, enfin l'atelier des sols vivants,
La fresque du sol, malheureusement, on n'a pas pu la faire. Ça a été précisé. Donc, on va commencer par la plante. Cliquez sur le logo de la plante. Voilà. Donc, la plante, et plus généralement la production, hein, parce que tous les animaux ils vont manger de la plante. Je vais vous donner vraiment une vision très rapide, un peu caricaturale exprès, mais qui pose un peu les enjeux. Et pourquoi je commence par ça? Parce qu'en tant qu'ingénieur, c'est des logiques que vous allez comprendre. Maintenant, quand on parle de paysans, en fait, on devrait parler d'industriels de l'alimentation. Certes, il y a encore des paysans qui, comme à l'époque, on est dans l'image de la production un peu artisanale, on va dire, mais maintenant, tout est optimisé, en fait. C'est comme l'industrie, on a créé des zones spécialisées. Il y a certaines régions où on produit plus ou moins telle espèce. Et en fait, spécialiser, ça permet d'optimiser à fond la production parce qu'on va utiliser les mêmes outils. On n'a pas besoin de changer d'outils. On va pouvoir optimiser nos intrants, nos pesticides et tout, calibrés pour la seule culture qu'on va faire. Et on va pouvoir optimiser génétiquement nos semences. Donc en fait, c'est quasiment les mêmes logiques qu'ont suivi le monde industriel avec la libéralisation. Donc moi, je fais vraiment une différence entre le capitalisme et le néolibéralisme. La libéralisation, c'est tout ce qui touche au marché, à l'optimisation, au fait de produire la chose au meilleur endroit possible pour que ce soit le moins cher, quoi. C'est pareil pour l'agriculture en ce moment. Mais par contre, ça pose des problèmes de résilience. C'est-à-dire que ça se comprend bien, hein. Si vous avez une seule culture sur des dizaines d'hectares, s'il y a un ravageur, il va ravager tout parce qu'il va être facilement répandu. Alors que si vous avez plusieurs cultures, si ça se trouve, le ravageur pour la culture A, c'est pas celui de la culture B, donc ça vous limite un peu la casse. C'est pareil sur les aléas climatiques, c'est pareil sur plein de choses. Et il y a aussi une perte de savoir-faire. C'est-à-dire que si on va vers des choses beaucoup plus mécanisées, on va perdre certains gestes, on va perdre certaines pratiques. Donc c'est un peu une ambivalence entre l'optimisation et la résilience. Et c'est un débat que vous allez retrouver dans plein de sujets, que ce soit dans l'industrie, dans la santé, dans la culture, dans plein de trucs. On peut aller sur la prochaine slide. Pareil, j'aimerais parler de tous ces enjeux en détail, mais je ne peux pas. Donc je vais juste faire quelques screenshots. Il y a plein d'études qui commencent à montrer que la nourriture qu'on a maintenant a une valeur nutritive inférieure à celle qu'avaient nos grands-parents. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'optimiser la quantité pour perdre en qualité? Il y a un sujet sur les pesticides, c'est très d'actualité. Donc, je ne vais pas en parler trop en détail, mais les zones de captage d'eau, c'est là où on va chercher dans les nappes phréatiques l'eau pour nous. Quand il y a des grandes cultures qui épandent leurs pesticides, après, forcément, ça pénètre dans les sols, ça finit dans les nappes. Donc c'est un vrai sujet, hein. Toutes les régions se posent des questions et interdisent maintenant à certaines pratiques agricoles d'être près des zones de captage. Il y a même le gouvernement, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, qui a un fonds dédié pour indemniser les victimes des pesticides. Donc c'est ce que disait Roman Frasnet dans le sketch. À un moment, il dit c'est comme si on vendait nos jambes pour acheter des chaussures. Là, on laisse les gens utiliser des pesticides en sachant les effets que ça, mais c'est pas grave parce qu'on met un fonds derrière pour compenser. Bon, c'est pas comme ça qu'ils ont réfléchi le truc. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé les effets sanitaires des pesticides et après ils se sont dit, oups, il faudrait quand même qu'on aide ces gens-là. Je dis pas que c'est fait à dessein, mais ça pose des questions maintenant sur les choix qu'on a envie de faire sociétalement. Et les algues vertes, ça a déjà été un peu mentionné, donc je vais passer dessus. Donc ensuite, on va s'attaquer à l'agriculteur, agricultrice. Pareil, sujet très complexe, le contexte social dans l'agriculture. Je vais juste donner deux grandes tendances pour simplifier. C'est sans agriculteurs, il n'y a plus d'agriculture. C'est tout bête à dire, hein, mais le nombre d'agriculteurs baisse à fond pour plein de raisons différentes, hein. Donc, quand on mécanise, on a besoin de moins de main-d'œuvre, mais il y a aussi l'exode rural, il y a aussi le manque d'attractivité, hein. C'est en moyenne 55 heures de travail. En moyenne, il y en a qui bossent beaucoup plus et souvent pour des revenus pas trop loin, inférieurs ou pas trop supérieurs au SMIC. Qui signerait ça aujourd'hui comme CDI? Personne. Donc en fait, c'est pas très attractif. Et il y a plein de disparités entre les différentes cultures. Là, c'est juste pour parler un peu de la politique agricole commune. Donc c'est là où on parle un peu politique. C'est que en fait, les gens ne savent pas que l'Europe détient plein de compétences qui sont directement imposées sur tous les États membres. C'est comme en France, l'exemple que j'aime donner, c'est toujours l'éducation, c'est ce qu'on a tous vu au lycée. La région s'occupe des lycées, le département s'occupe des collèges, la commune s'occupe du primaire. Là, l'Europe, elle a certaines compétences au niveau de l'industrie, de l'énergie et de l'agriculture. Et c'est le plus gros budget de l'Union européenne, la politique agricole commune. Pour faire un peu d'histoire, ils l'ont mis en place en 1962, au début pour permettre à tout le monde de se nourrir. Donc ils valorisaient vachement la quantité produite. Et c'est à ça qu'allait la PAC. Donc ils ont fini par produire pour nourrir tout le monde. Ils exportaient, ils étaient excédentaires, ils n'arrivaient plus à gérer parce que si on produit trop et qu'on ne peut pas écouler, il faut stocker.
Donc pour de l'alimentaire, c'est compliqué. Du coup, ils ont changé l'esprit de la politique agricole commune, qui valorise plus la production, mais qui donne des subventions directes aux agriculteurs selon certains critères. Et l'un des critères, c'est la taille de l'exploitation, le nombre d'hectares qu'on a. Donc en fait, dit autrement, ça va favoriser à avoir toujours plus, mais pas forcément mieux. Donc un maraîcher qui est sur des plus petites surfaces, qui fait plus de travail parce qu'il essaie d'avoir une technicité différente, parce qu'il cultive plusieurs variétés, mais il va toucher moins d'aide qu'un grand céréalier qui va mettre des grands tracteurs, etc. Bon, je résume un peu, mais c'est l'un des problèmes de la PAC aujourd'hui. Et donc là, on voit la répartition en fonction des cultures, et c'est ce que je vous disais. Donc le maraîcher, c'est les carottes et la salade. Là, on voit que c'est un tout petit bout. Alors que la grande culture, là, par exemple pour le blé, on voit qu'il touche beaucoup d'aide à la PAC. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire aux européennes pour aller voter. On peut passer à la slide d'après. Ah oui, c'est en mai, vous avez jusqu'en mai pour vous inscrire. Là, bon, haute vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, ça va, normalement, il y a des sous-titres. Et c'est une initiative qui essaye de rapprocher le consommateur du producteur. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus trop de liens avec les choses qu'on consomme au quotidien. Et donc, il y a cette notion du juste prix, où ils ont essayé de se réunir avec les consommateurs, avec les producteurs, avec les distributeurs, pour se dire, OK, c'est quoi le cahier des charges de notre production de lait, d'œufs, etc., de yaourts, comment on rémunère. Et en fait, c'est une initiative qui marche beaucoup parce qu'on redonne un peu le pouvoir à ceux qui devraient l'avoir. Et l'un des gros sujets, c'est comment on redonne. Là, j'ai regardé, là, il y a 2-3 jours, ils ont voté une proposition à l'Assemblée nationale en France pour avoir un plancher minimum pour rémunérer les agriculteurs. Et typiquement, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, j'ai vraiment lu l'article ce matin. Mais ce genre d'initiative, c'est un autre sujet parce que l'agriculteur, pour écouler sa production, il a plusieurs choix. Soit il suit les marchés, mais donc ça ne dépend pas trop de lui. Soit il est en circuit court et là, il peut vendre à ses clients, fixer ses prix. Mais c'est une autre logistique, il faut qu'il soit bon en vente, etc. Des initiatives comme C'est qui le patron essayent de résoudre ce genre de sujet. Donc normalement, il y a plein de textes, donc c'est pas trop grave s'il n'y a pas le son. Mais moi, j'ai vu ça sur le lait. Maintenant, ils font des yaourts, ils font plein de trucs et ils permettent aux consommateurs d'aller visiter les lieux de production aussi. Donc forcément, quand on sait comment c'est produit, on est plus attentif. Et ça donne de la transparence. On a vraiment besoin en ce moment de transparence. Donc voilà, bon, elle dure une petite minute normalement la vidéo. Et le message que je vais vous faire passer vis-à-vis de ça, c'est plutôt pas en tant qu'ingénieur, mais en tant que citoyen. C'est un vrai investissement. J'ai beaucoup, depuis la COP3 étudiante, beaucoup de gens qui me demandent par où commencer pour s'engager. Mais en fait, le simple fait de s'intéresser à ce qu'on mange, c'est un vrai engagement citoyen. Parce que déjà, il y a une crise sociale au niveau de l'agriculture, mais aussi une crise environnementale, comme je vais le voir après avec les sols. Donc c'est pas déconnant de réduire un peu son budget soirée pour augmenter son budget de nourriture pour mieux manger, quoi. On peut passer à la slide d'après. J'adore faire la fête, hein, mais quand j'ai compris ça, bon voilà. Donc la slide d'après, on va s'intéresser au sol. Je vais essayer d'introduire le sujet rapidement avant de passer à l'échange. C'est la dernière partie. Tu peux revenir sur la slide d'avant. Ouais. Donc, il y a eu un épisode qui s'appelle le Dust Bowl aux États-Unis en 1900, pareil, les années 30. Et c'est une photo réelle. J'ai essayé avec ChatGPT de m'amuser pour avoir un truc similaire. Oui, l'IA, c'est pas bien, mais bon, voilà, je voulais faire une belle image. Donc, le Dust Bowl, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient tellement optimisé la chimie du sol, tellement le travail du sol, que la terre, elle était morte. Le sol, c'est quelque chose qui vit. Et là, le sol était mort, vous pouvez souffler dessus et ça partait, quoi. Et donc là, ça a créé des grosses famines. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire, peut-être qu'on n'a pas tout compris. Parce qu'ils avaient compris la plante, comment la nourrir au mieux, mais pas compris la vie du sol. Et là, une autre image générée, vous avez une image d'un sol vivant. Donc ceux qui vont faire l'atelier sol vivant, vous allez beaucoup parler de ça, je ne vais pas détailler. Et vous voyez un beau vert, vous voyez des racines qui vont loin dans le sol, vous voyez de la vie du sol qui permet d'aérer tout ça. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment très intéressant de comprendre que la fertilité du sol, ce n'est pas que la chimie, c'est sa structure physique et la vie qui est à l'intérieur. Donc là, on peut passer à la suite pour revenir et vous illustrer justement comment le concept que j'ai présenté avant fonctionne dans l'agriculture. C'est que quand on regarde les différentes frontières planétaires, la plupart des impacts sont causés par l'agriculture, parce que l'agriculture perturbe quasiment tous les cycles. Quand on met beaucoup d'engrais azotés, on perturbe les cycles biochimiques phosphore-azote, donc c'est la petite partie-là. Les cycles de l'eau, l'usage des sols, etc. Donc il y a vraiment plein d'impacts dans l'agriculture, c'est un des principaux contributeurs, parce que justement l'agriculture utilise les sols, et les sols rendent, ça a été un peu
évoqué tout à l'heure, beaucoup de services écosystémiques. On ne se rend pas compte, mais un sol en bonne santé, ça limite l'érosion, ça filtre les polluants, ça permet d'avoir des nappes phréatiques saines, ça permet vraiment plein de choses. En fait, un sol, c'est très vivant et c'est très rare parce qu'il faut à peu près 1000 ans pour faire 1 cm de sol. C'est vraiment une ressource très rare dont on ne parle pas beaucoup, surtout en tant qu'ingénieur. Le lien avec vous, c'est quoi? C'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Pour construire une usine, pour construire le foncier, c'est la ressource de toutes les industries. J'ai fait un stage dans les renouvelables. La première démarche, c'est de la prospection foncière pour voir où on va implanter nos centrales. Le BTP, c'est pareil. Toutes les usines, c'est pareil. Donc le sol, c'est vraiment une ressource précieuse et il faut essayer de le voir maintenant comme un bien commun parce qu'il rend plein de services. Donc on peut passer à la dernière slide, je crois. Voilà. Donc le sol, moi, ce que je rêve de faire, bon, je suis un peu un utopiste, c'est qu'on définisse un nouveau contrat social entre les agriculteurs et les écologues. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tensions. Il y en a eu les méga-bassines, là on a les normes environnementales, etc. Et donc on veut opposer les deux parce qu'on voit l'agriculteur simplement comme un producteur de nourriture et que les normes l'empêchent de produire comme il voudrait. Mais si on change de logique, si on raisonne en termes d'économie de fonctionnalité, si on raisonne en termes de services écosystémiques et qu'on voit l'agriculteur comme un gardien du sol, déjà c'est poétique. Et en plus, ça permet de valoriser tout ce qu'il peut nous apporter, c'est-à-dire une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion du vivant, une meilleure gestion de plein de choses. Et c'est ce que montre cette petite illustration, c'est qu'au début, on peut partir d'un espace très riche et si on vise que le rendement, c'est-à-dire la quantité à l'hectare, ben, on finit sur le Dust Bowl de tout à l'heure, alors qu'on peut aussi partir d'un sol un peu aride, mais en essayant de faire de la permaculture, donc de prendre en compte plutôt tous les équilibres des écosystèmes et pas juste cibler l'optimisation d'une production. Ben, on peut réussir à restaurer les sols. Et moi, c'est un de mes espoirs personnels sur ces crises. C'est qu'en restaurant les sols, on a vraiment des solutions à énormément de problèmes. Donc voilà, je pense qu'après, c'est mes slides de conclusion. On va passer à la suite. Ouais, synthèse. Donc, moi, il n'y a que 3 messages. Ça fait beaucoup d'infos. J'espère qu'on va pouvoir échanger un peu. Mais pour moi, il y a trois messages à retenir. Déjà, c'est écologie, économie, en fait, c'est très lié. Donc j'espère que vous voyez un peu plus clair et que vous allez continuer à creuser. L'autre message qui a été superbement dit tout à l'heure, c'est qu'un ingénieur, il doit être au service d'un projet de société. Vous vous demandez à quoi sert. Enfin, on est tous un peu geeks sur les bords où on aime bien de la technique pour la technique. Moi, le premier. Mais il faut se demander à quoi ça sert, en fait. Et ça, c'est une question qu'on ne pose pas assez souvent. Et le dernier sujet, ben, c'est aller voter et manger plus durable, quoi. Voilà. Et je vous laisse avec la petite citation de la COP3 qui nous a porté pendant toute l'aventure. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens conscients et engagés puisse changer le monde, parce qu'en fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Merci. Merci. Alors, on va avoir 15 minutes d'échange. Je vais vous laisser préparer pendant quelques secondes une envie de question, une envie d'interaction, une remarque. Comment on a réussi? Et je vais pouvoir faire circuler le micro. Je commence. Merci, valeureux. Et s'il y a des questions en live, est-ce que c'est possible, s'ils les posent dans le chat, de répondre? Ouais, et ben si vous les posez, vous aurez aussi quelqu'un pour les poser et porter votre voix. Alors merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment extrêmement complet, précis, clair et pertinent. Justement, comme on est dans un congrès sur d'élèves ingénieurs et notamment sur les questions de la formation, sur tous ces aspects que tu as abordés, toi, dans ta formation d'ingénieur, lesquels vraiment t'ont été apportés par ta formation d'ingénieur et lesquels, au contraire, tu as dû tout faire personnellement pour te former sur ces sujets? Merci pour la question. Dans mon discours introductif, j'ai dit que justement, j'ai un peu perdu confiance en l'enseignement supérieur, parce que je considérais que ça ne me permettait pas de comprendre le monde. Alors oui et non, c'est un peu un jugement difficile. J'ai fait l'école, donc les arts et métiers, campus d'Angers. Et donc ce que m'a permis de comprendre ma formation, c'est d'avoir une bonne culture scientifique, savoir raisonner, pouvoir, comme Vendry, me bouffer des rapports tout seul pour comprendre les sujets. Donc j'ai appris à raisonner grâce à mes études.
La partie énergie, dont j'ai très peu parlé, j'aimerais, enfin André et moi on est passionnés de transition énergétique, on aurait aimé vous parler de futurs RTE 2050, etc. Donc ça, nos formations nous ont un peu introduit, mais il y a aussi beaucoup de culture G à côté. Par contre, tout le reste, l'économie, on n'en a pas beaucoup parlé, les sols, pas du tout, t'imagines. Enfin, je me suis beaucoup formé en fait sur l'été, pas l'été passé, l'été d'avant, quand j'ai essayé de comprendre où est-ce qu'on avait merdé en tant que société. J'ai remonté la chaîne, je me suis dit, ok, de quoi je peux partir, de quoi je suis sûr. Je suis sûr que je suis un être vivant. Jusque-là, la plupart des gens sont d'accord. Je suis sûr que j'ai des besoins et que pour y répondre, il y a besoin de biens et de services. Donc forcément, pour moi, les entreprises, c'est naturel qu'il y ait des entreprises parce qu'elles permettent de produire ces biens et ces services-là. Et à partir de là, j'ai essayé de tout reconstruire. J'ai essayé de comprendre la comptabilité, la finance, la monnaie, etc. Donc c'est beaucoup de temps perso. C'est pour ça que je suis très content qu'on me laisse cet espace pour vous distiller un peu certains trucs que j'ai pu synthétiser pendant plusieurs mois parce que on ne peut pas demander à tout le monde de passer des heures et des nuits blanches à, à comprendre tous ces sujets et j'y suis très très loin d'avoir fini. Donc pour répondre à ta question simplement, une vision technique, instruire les dossiers, comprendre les réalités industrielles, ça c'est ma formation. Mais justement, l'intérêt de tout ce que je vous ai présenté, c'est que je sais bien que vous n'allez pas les voir dans vos formations. Donc je voulais planter quelques graines pour vous permettre après d'évoluer et voilà. J'arrive. Pas spécialement une question pour toi, mais c'est plutôt pour une question pour tous les ingénieurs ici présents. Pardon. C'est pas une question précise pour toi, c'est pour tous les ingénieurs ici présents. On a de la chance d'ici de tous participer à l'associatif de notre école. C'est une des raisons pour lesquelles on est là. C'est peut-être à nous aussi de faire évoluer nos formations, parce que comme tu l'as dit, on ne l'a pas dans nos formations. Donc pourquoi pas faire agir le BNI et du coup la COP3 étudiante au sein de nos établissements pour aller vers une formation qui va être tournée justement autour de ces notions qu'on ne voit pas en tant qu'ingénieur technique, mais qu'on devrait voir en tant qu'ingénieur humain. Je suis prêcheur convaincu. Moi, comment je résume mon engagement pour les étudiants, c'est permettre aux étudiants de confronter leurs connaissances et leurs compétences aux besoins des territoires pour la transition. C'est vraiment la fibre COP3 étudiante, c'est l'ancrage au territoire. C'est comment on fait pour se demander mais de quoi le territoire a besoin. Donc je ne sais pas si tu veux compléter sur cet aspect. On peut faire un applaudimètre en fonction de comment vous êtes d'accord aussi. Non, moi, je peux rajouter un tout petit point qui se rapproche de ta question. Un concept que j'aime bien. Nous, en tant qu'individus, on est un peu comme un neurone dans un cerveau. On ne peut pas du tout contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, si tout est malade autour, un neurone n'a pas beaucoup d'influence, mais on peut quand même agir. Il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est les possibilités adjacentes. Donc, chacun, on peut faire un petit bout pour créer des possibilités, pour que quand leur temps sera venu, ça pourra être utilisé. Et donc voilà, donc, on peut agir en son lieu et penser avec le monde. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais peut-être juste rajouter un truc sur le côté comment on peut vous aider en fait. Faut venir dimanche matin. En fait, c'est hyper intéressant comme sujet sur la transformation des formations. C'est le thème de dimanche matin avec plein d'intervenants assez incroyables. Sur la question pure de la transformation des formations, en fait, il y a deux parties principales. Il y a les territoires et le local, où on sait qu'il y a potentiellement une inertie par rapport à ce qui se passe au national. Vous aurez un pitch tout à l'heure, début d'après-midi, état des lieux, enseignement supérieur et enjeux de transition. Donc ce qui se passe au national, ce qui a pu se passer dans les dernières années et tout, et ce qui se passe aussi au niveau législatif, parce que c'est hyper important. Nous, on a travaillé pas mal avec des organisations telles que la COP3 étudiante pour un réveil écologique, le RESES, etc. sur ces sujets-là. Ils sont présents aujourd'hui, donc vous pourrez aller leur parler, il n'y a pas de souci. C'est des trucs vraiment que nous, on essaye de faire bouger énormément, mais on a aussi forcément ce rôle d'accompagnement. Je sais que par exemple, j'ai eu un appel il n'y a pas longtemps avec des étudiants de l'ICAM qui, eux, justement, sont en train de mettre en place toute une démarche de transition écologique sur la transformation des campus, sur la transformation des formations, etc. Et justement, nous, on avait ce rôle de les guider, de leur donner des ressources, de leur expliquer aussi comment on peut agir à notre échelle, parce qu'en fait, on a des clés, notamment via les élus étudiants, notamment les associatifs et tout, on a des clés, mais en fait, on n'est pas forcément au courant. Donc si c'est des choses que vous voulez faire bouger dans vos établissements, en fait, n'hésitez pas à venir nous voir.
et on vous aidera au mieux qu'on peut. Et du coup, je vais finir parce que j'ai pas laissé de temps d'échange à la fin de la présentation parce qu'on était tout pile niveau temps, on est très short. Mais si pendant le week-end vous voulez venir me parler pour discuter de tout ce que j'ai présenté, surtout n'hésitez pas. Voilà. Un petit point sur les formations. Bah, comme on vous a dit en intro, Les pensez formations, vraiment ça passionne. Hein. le week-end dans son intégralité, quoi. Donc la question arrive au bon moment, c'est que justement après on va faire état de l'art, comme ça a été dit, et solutions. Et un peu d'auto-promotion. J'ai fini mes études il n'y a pas longtemps et justement j'ai envie de me dédier à ça, à vulgariser. J'ai envie de créer mon activité sur ça parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui se posent des questions. Il y a les territoires, il y a les élus, il y a les entreprises. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre le niveau de compréhension du problème que les gens ont et les solutions en face, quoi. Et donc vraiment, c'est un besoin, pas que dans l'enseignement supérieur, mais partout, tout au long de la vie. Ouais. Donc déjà, merci beaucoup pour vos présentations, c'était très intéressant et ça éclairait pas mal de points. J'avais plus une question par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure de la politique agricole commune, du pouvoir qu'on avait à l'Europe. Quels seraient tes 3 arguments clés pour convaincre nos potes soit de s'inscrire, soit d'aller voter aux européennes? Alors moi, ma porte d'entrée pour l'écologie, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que je suis très sensible au vivre ensemble. J'ai eu des engagements avant la transition et je porte une grosse attention au vivre ensemble. Le fait que tout le monde se porte bien en harmonie. Et du coup, une fois que tu dis ça, tu es obligé de croire au contrat social. Les règles qu'on se pose communément pour faire en sorte que ça se passe bien. Et une fois que tu as dit ça, tu es obligé d'aller ensuite sur la politique. C'est peut-être pas le mieux, mais c'est nécessaire de s'investir en politique pour participer à comment on veut organiser notre société ensemble. Et donc, si je suis ce raisonnement, pour moi, c'est au début, je ne m'intéressais pas du tout à la politique, mais maintenant, je m'intéresse parce que y a des choses qui vont se décider au niveau de l'Europe, qui vont avoir un impact sur notre vie sur les 5 prochaines années. Et donc, pour moi, c'est mon principal argument pour aller voter, c'est que si vous croyez au contrat social, si vous voulez participer à comment la vie autour de vous va être organisée, si vous voulez que l'Europe puisse peser au niveau du monde, parce que souvent il y a l'argument de la compétitivité, il ne faut pas qu'on soit trop vert parce que les autres y polluent, certes, mais la bonne taille pour ce combat-là, c'est l'Europe, parce que c'est un gros marché. Donc si l'Europe arrive à être unie, derrière, on peut influencer les pratiques américaines, les pratiques chinoises, les pratiques... voilà, donc c'est mon premier argument, c'est si vous croyez au vivre ensemble, il faut s'intéresser à ces questions-là. Deuxième argument, ce serait, je l'ai expliqué très localement sur la politique agricole commune, des enjeux de santé. Même si tu as un point de vue très égocentrique, si tu as envie de vivre en bonne santé et qu'il y a certaines normes qui sont décidées au niveau de l'Europe, il faut que tu aies ton mot à dire là-dessus. Donc même si vous pensez qu'à votre tronche, allez voter. Donc là, vraiment, l'aspect contrat social, l'aspect individu. Et après, un troisième argument, ça coûte rien, en fait, d'aller voter. Il faut par contre se renseigner. Il faut essayer de poser plein de questions. Et donc, une des initiatives qu'il va avoir à Angers, il y a les shifters d'Angers qui organisent un débat. Jean Covici va pouvoir débattre avec les têtes de liste européennes. Je vais demander à être présent avec l'association, qu'on soit rapporteur, qu'on puisse ensuite témoigner dans les amphis de ce qu'on a vu et de l'importance d'aller voter, justement. Donc, vous aussi, il faut que vous soyez tous là sur les prochaines semaines des ambassadeurs pour que les gens s'inscrivent et aillent voter, parce que moi, c'était mon déclencheur pour l'action. Je finirai peut-être là-dessus. La première fois que j'ai voté, c'était au présidentiel de 2022. Quand je me suis rendu compte qu'au second tour, je considérais que les gens qui passaient n'avaient pas vraiment compris le problème, ça m'a généré ma première crise d'éco-anxiété, de me dire, on s'engage pour 5 ans de gens qui n'ont rien compris. Ça a été mon déclencheur. C'est là où ensuite j'ai commencé à faire des nuits blanches pour établir la stratégie COP3 étudiante, voir quelles réponses je pouvais apporter. Et après, on peut dire un peu merci à la guerre en Ukraine qui a révélé plein d'enjeux, mais les mots de sobriété, personne n'en parlait avant. Donc en fait, à cause de la crise, on a mis certains sujets sur la table. Mais moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est de me dire, ouais, le temps politique, c'est 5 ans. Donc vraiment, si vous voulez pas perdre 5 ans, allez voter, quoi. Voilà, 3 arguments. Bonjour du coup. Je suis là. Ça va pas. Voilà. Moi j'avais une question qui s'axe sur juste une limite qu'on a vue dans la présentation, c'était celle du changement climatique. Je suis à l'ENSEM, on étudie donc l'électrification des usages.
Et j'aimerais qu'on parle d'efficacité énergétique en fait, parce que souvent, c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, élève ingénieur, on va avoir des connaissances. D'autres aussi ont dans l'industrie, hein, des ouvriers qualifiés, bien, et on va avoir cette capacité. Et du coup, est-ce qu'on doit principalement s'axer sur l'efficacité énergétique parce qu'elle suffit à elle seule à réduire beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, ou devons-nous aller vers une sobriété, de nos usages, ou alors c'est justement une prophétie, voire j'en sais rien. Je laisse Vendry commencer. Non, oui, sur cette question, c'est vraiment clair et le GIEC insiste là-dessus. Il faut vraiment utiliser tous les leviers possibles et seule la technologie ne suffira pas, seuls les leviers sociaux ne suffiront pas, donc il faut vraiment combiner les deux. Et pour compléter, il y a les rapports RTE, Futur énergétique 2050. Donc avec Vendry, si vous êtes chaud, on pourrait bosser sur une autre présentation pour un autre moment, parce que c'est vraiment passionnant comme question. Mais la réponse courte, oui, c'est ça, c'est qu'il faut tout activer. Et tu as souligné un point important, c'est qu'en tant qu'ingénieur, on a des compétences rares. C'est un truc dont je me suis rendu compte en organisant la COP3 étudiante. Je voulais la faire pour tous les étudiants. J'ai regardé les statistiques. Par promo, nous sommes que 2% à faire d'une classe préparatoire, que 5% à finir en école d'ingénieur. Donc en fait, notre expérience n'est pas représentative de la vie étudiante, d'une part, et d'autre part, on a une compétence rare. Donc il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour avoir des compétences techniques, comme tu l'as souligné, mais on doit instruire ces dossiers-là, et donc c'est un peu ce qui nous unit beaucoup avec Vendry, c'est être des ingénieurs qui sont capables de se poser des questions et d'y répondre avec vraiment la rigueur qui a été présentée dans la première partie. Du coup, l'efficacité, oui, il en faut, mais il y a l'effet rebond qui vient toujours. C'est comme ça que j'ai défini l'efficacité, moi. C'est toute chose qui est susceptible de subir un effet rebond. Et à chaque fois dans l'histoire, ça l'a été dit en intro, on l'a vécu. Du coup, efficacité sans sobriété, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, mais les deux leviers sont indispensables si on veut maintenir notre niveau de confort. Après, dans mon expérience aussi de master, j'ai pu bosser sur l'électrification des camps de réfugiés. Logique complètement différente. Là, ici, nous, on chiale quand on a une coupure d'1 heure. Là-bas, on dimensionne les choses différemment. On leur dit, OK, on a un certain budget. Vous allez faire à la cuisine entre midi et 14 heures parce que c'est là que nos panneaux solaires y captent. Et il n'y a pas le budget pour faire un stockage de batterie pour que vous puissiez faire une raclette à 3 heures du matin, quoi. Donc aussi, il y a ça à changer de paradigme. C'est le monde occidental, il est dans une certaine logique, mais c'est pas du tout l'expérience aussi de toute l'humanité. Et donc, dans d'autres contextes, tu te rends compte que l'efficacité, c'est pas vraiment le principal sujet. Donc, travailler sur la demande, c'est indispensable. Et on parle beaucoup trop de comment on produit, mais pas assez de comment on peut consommer mieux et de toutes les flexibilités associées. Mais bon, je ne vais pas me lancer parce que sinon, on est parti pour 1 heure. Bonjour. Déjà, je voulais vous... Ouais, ça marche? Ça marche? Oui? Ok. Déjà, je voulais vous remercier pour les présentations parce qu'elles étaient en fait instructives aussi. Elles permettaient en fait de vraiment recontextualiser l'ensemble des connaissances qu'on pouvait avoir là-dessus et de nous remettre un peu dans ce bain-là avant tous les ateliers. Dans un premier temps, je voulais faire une remarque, c'est qu'en fait, c'est très compliqué donc d'être élève ingénieur en ce moment. Parce qu'en fait, on est dans une forme de bipolarité dans nos formations. Ça rejoint un peu une remarque qui avait été faite. C'est-à-dire que, en l'occurrence, nous, on est à l'ENSTIB, donc l'école du bois. Donc en théorie, on est très proche des valeurs environnementales de l'avenir, on va dire. Mais en fait, on est quand même dans une forme de bipolarité parce qu'en fait, on est inscrit dans un cursus qui nous porte vers l'avenir et en même temps, on nous demande d'être des ingénieurs qui savent faire de la production. En fait, on doit être capable d'optimiser des productions, etc. Et donc, c'était juste une remarque par rapport à ça pour dire qu'il faut vraiment, je pense, faire une transition en fait, dans notre formation d'ingénieur, puisque en fait, il faut sortir de cette forme de bipolarité qui un peu peut nous enfermer ou nous créer une anxiété, je pense. Et la question aussi que je me posais, c'était par rapport en fait, au lobby. En fait, on est justement dans une société qui est un peu gouvernée par ça, malheureusement. Comment on peut faire en tant qu'ingénieur pour justement renverser ce lobby, à part d'aller voter, justement, pour pouvoir renverser ça, sachant que c'est quand même un des premiers facteurs qui induit tous les problèmes qu'on a en ce moment. Alors, je suis d'accord avec ta première remarque. Ma réponse à cette dissonance-là, c'est parfois on veut imposer, comme on oppose agriculture et écologie, certains veulent opposer industrie et écologie. Pour moi, l'industrie, c'est juste être capable de produire en grande quantité et avec une qualité maîtrisée tous les biens et services. Ça touche l'industrie classique, comme l'industrie de la santé, comme toutes les industries. Et donc, il faut être fier d'être ingénieur pour ça,
parce que un exemple que j'aime bien prendre, surtout dans le domaine ingénieur où il y a peu de femmes, c'est que si on n'a pas une industrie pharmaceutique efficace pour avoir des pilules contraceptives ou une industrie hospitalière efficace pour subir des opérations en étant safe, les questions sur l'émancipation des femmes elles se posent d'une manière complètement différente. Donc en fait, en tant qu'ingénieur, il faut être fier d'être ingénieur si on contribue à un projet de société. Et il faut avoir ces deux pieds-là qu'on a tous mentionnés. Un pied dans le socio-culturel pour comprendre les défis de ton temps et une assise technique qui va te permettre d'être crédible et d'instruire les dossiers de manière assez efficace. Donc ça, c'est pour la première réponse. La deuxième, sur les lobbies, allez voter déjà. Mais après, qui est-ce qui est dans les lobbies en fait? C'est-à-dire que s'il y a plus d'ingénieurs qui vont casser certaines promesses qui ne sont pas réalistes, ça peut permettre de lutter. Et on manque d'ingénieurs dans le débat public, on manque de gens, de manière générale, qui instruisent les dossiers techniques. Donc ma réponse à ça, c'est essayer de vous intéresser et d'éclairer la plupart des gens sur vos connaissances. Ça vous permet déjà d'apprendre et ça vous permet d'échanger. Et il y a une autre partie que j'avais prévue pour ce truc-là, qui était justement comprendre tous les mécanismes de finance, de prise de décision, de compta. Et tu te rends compte que l'axiome zéro de la prise de décision, c'est la seule chose qui compte, c'est la différence entre les alternatives, sachant que ne rien faire est une alternative. Tous les financiers, tous les lobbyistes, ils raisonnent avec ce logiciel. Quand toi, en tant qu'ingénieur, tu vas leur apporter une solution, ils ne vont pas savoir si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Ils vont regarder si c'est rentable pour eux, s'il y a autre chose à faire, et ils vont faire ce qui est le plus rentable. Ils regardent que des différences d'alternatives. Donc à nous, en tant qu'ingénieurs, de réussir à créer les alternatives qui vont être durables pour ne plus privilégier celles qui vont être rentables et poussées par les lobbies, quoi. Je rajoute un tout petit point, c'est que les règles économiques, l'économie c'est une science sociale et que donc c'est en tant que société on les a définies et on peut toujours les modifier. Donc à ça je pense par exemple qui est vraiment en émergence, qui commence à apparaître, c'est la comptabilité multicapitale. J'y connais très peu, mais c'est quelque chose que je vais m'intéresser je pense dans les prochaines années. Voilà. Une petite graine de plus. Moi, je vais faire très très court parce que Yoann nous a dit plusieurs fois qu'il fallait se dépêcher. Non, mais c'est super intéressant et je fais plein de frustrés, je suis désolée. Déjà, merci beaucoup. C'était vraiment hyper enrichissant et je pense qu'on pourrait continuer les discussions longtemps. Moi, je voulais juste rebondir du coup sur le sujet des européennes, mais même de l'engagement citoyen et politique de manière générale. Pour ajouter un dernier point, sans opposer les générations, c'est pas du tout le point. Les jeunes, on vote très peu. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est comme l'a dit Cyril, là on s'engage à chaque fois pour 5 ans minimum. Et c'est de ça dont il s'agit. Moi, j'ai pas envie, pour donner qu'un seul exemple, en tant que jeune femme, que ce soit des vieux mecs qui choisissent pour moi les politiques liées à l'avortement ou à d'autres choses, par exemple. Et il en est de même pour les sujets sociaux, pour les sujets environnementaux. Les personnes qui vont voter ont des intérêts notamment financiers et de court terme, alors que nous, il s'agit du long terme et de la santé, de l'environnement et de la vie, tout simplement. Donc c'est une raison de plus pour aller voter, mais aussi pour s'engager de manière citoyenne et donner une dimension politique à tous nos actes, parce qu'en fait, tout est politique, notamment le social et l'écologie. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci. Bon, je suis désolé, on va essayer de rester dans les temps parce que le programme est très chargé, donc je vais être obligé de mettre un petit coup d'arrêt à cette conférence. Les débats peuvent continuer parce que vous avez 15 minutes de pause.